Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, avez-vous déjà réfléchi à ce qui prouve votre existence? Non pas votre existence biologique, le fait que votre cœur batte ou que vos poumons se gonflent d'air. Non. Je parle de votre existence sociale, de votre place parmi les hommes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, ici et maintenant? C'est le regard de l'autre. C'est la réponse à votre bonjour. C'est le hochement de tête quand vous parlez. Nous existons parce que les autres nous reconnaissent. Mais imaginez un instant que ce miroir social se brise. Imaginez que du jour au lendemain, sans avis de décès, sans funérailles, vous deveniez invisible aux yeux de votre propre sang. Imaginez que vous soyez condamné à errer dans votre propre maison comme une âme en peine, un spectre que l'on traverse sans frémir. L'histoire que je vais vous raconter ce soir se déroule à Lyon, dans l'intimité feutrée d'un grand appartement bourgeois. C'est l'histoire d'une disparition sans cadavre. C'est l'histoire de Claire, une femme qui, à force d'être ignorée, a fini par douter d'être encore en vie. Nous sommes un dimanche de novembre à Lyon. Dehors, le ciel est bas, couleur d'ardoise, et une pluie fine glaciale fouette les vitres des beaux immeubles du quartier d'Ainay. À l'intérieur de l'appartement des Montélier au 3e étage, l'atmosphère est en apparence chaleureuse. C'est l'heure sacrée du repas dominical. La grande table en chêne massif est dressée avec cette argenterie lourde que l'on ne sort que pour les grandes occasions. L'odeur du rôti de bœuf et des gratins dauphinois embaume la pièce. 6 personnes sont assises autour de la table. 3 générations. Il y a Thomas le fils aîné, la quarantaine triomphante, sa femme Sophie et leurs 2 enfants adolescents, le nez plongé dans leurs assiettes. Et puis, en bout de table, à la place d'honneur, celle que l'on appelle la reine-mère, il y a Claire, 72 ans. Une femme encore belle, toujours impeccablement coiffée, vêtue d'un chemisier de soie bordeaux. Claire a toujours aimé ses déjeuners. C'est elle qui a acheté cet appartement il y a 40 ans. C'est elle qui a élevé Thomas, seul après le départ de son mari. C'est elle qui, théoriquement, est le pilier de cette voûte familiale. Pourtant, ce dimanche-là, quelque chose cloche. Une dissonance terrible règne dans la salle à manger. Les conversations vont bon train. Thomas raconte une anecdote de bureau à sa femme, riant aux éclats. Les enfants se chamaillent pour le dernier morceau de pain. Le bruit des fourchettes sur la porcelaine est joyeux. Mais personne, absolument personne, ne regarde Claire. Claire trouve la viande un peu fade. D'une voix claire, habituée à commander, elle demande « Thomas, mon chéri, peux-tu me passer le sel, s'il te plaît ?» Sa phrase tombe dans le vide, comme une pierre jetée dans un puits sans fond. Thomas continue de parler de son collègue de travail, sans même une inflexion dans la voix, sans un clignement de paupières. Claire fronce les sourcils. Elle pense qu'ils n'ont pas entendu couvert par le bruit. Elle hausse le ton, penche son buste en avant. Le sel. Quelqu'un peut-il me donner ce maudit sel? Le silence qui lui répond est assourdissant. Non pas que la pièce se taise, non. Les autres continuent de parler entre eux. C'est pire. Sa voix ne semble pas atteindre leurs oreilles. Sophie coupe la viande de son fils. Thomas se resserre du vin. Une angoisse sourde commence à étreindre le cœur de la vieille dame. Elle se sent soudain très petite, très légère. Elle tend alors son bras, ce bras qui tremble un peu avec l'âge, pour essayer d'atteindre elle-même la salière en argent placée devant son petit-fils Lucas, 16 ans. Sa main s'approche. Elle effleure presque le métal. Et là, le geste se produit. Un geste d'une cruauté banale, presque distraite. Lucas, sans lever les yeux de son téléphone, posé sur ses genoux, fait un mouvement brusque du revers de la main. Il chasse la main de sa grand-mère. Il la repousse comme on chasse une mouche agaçante, comme on écarte une toile d'araignée gênante. Il ne la regarde pas. Il continue de mâcher. Claire retire sa main comme si elle avait été brûlée.
La douleur physique n'est rien comparée à la douleur morale. Les larmes chaudes et amères montent instantanément à ses yeux. Elle laisse échapper un sanglot, un bruit rauque déchirant. « Mais enfin, je suis là, je vous parle. Pourquoi vous me faites ça ?» hurle-t-elle en pleurant à chaudes larmes. Autour d'elle, la scène devient surréaliste. Personne ne sursaute, personne ne demande « Qu'est-ce qu'il y a, mamie ?» Thomas porte sa fourchette à sa bouche avec une sérénité olympienne. Sophie essuie la bouche de sa fille. Ils mangent, ils rient, ils vivent. Et Claire, au bout de la table, pleure seule, invisible, inaudible, effacée du livre des vivants, par ceux qu'elle a mis au monde. Pour comprendre cette torture psychologique, il faut remonter quelques semaines en arrière. Claire n'a pas toujours été une victime. Loin de là. C'était une femme de caractère, une matriarche à l'ancienne. Elle avait dirigé sa maison et la vie de son fils avec une main de fer. Elle critiquait souvent sa belle-fille sur sa cuisine, reprenait l'éducation des petits-enfants, gérait les finances de tous. Elle était, disons-le, envahissante et autoritaire. Thomas, son fils, avait grandi dans l'ombre de cette mère toute puissante. Il avait accumulé des années de rancœur, de frustration tue. C'était un homme faible qui, comme souvent les faibles, pouvait se révéler d'une cruauté redoutable lorsqu'il tenait le pouvoir. Un soir après une énième dispute où Claire avait humilié Sophie sur la tenue de la maison, Thomas avait réuni sa femme et ses enfants dans la cuisine alors que Claire dormait. Il avait le regard froid des comploteurs. « Ça suffit », avait-il dit. « Elle veut tout contrôler. Elle veut être le centre de l'attention. On va lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. À partir de demain, elle n'existe plus. » Sophie avait hésité. « Thomas, c'est dur. On ne peut pas juste l'ignorer. » Si, c'est la seule façon de la briser, de lui faire comprendre qu'elle n'est plus la reine ici. On ne lui répond pas, on ne la regarde pas, on ne croise pas son regard. Elle est transparente. C'est une cure de silence. Une semaine, peut-être deux. Elle finira par ramper pour demander pardon. Le pacte était scellé. Un pacte monstrueux, né de la mesquinerie ordinaire, qui allait transformer un appartement bourgeois en chambre de torture expérimentale. Mais ce que Thomas n'avait pas prévu, c'est la fragilité de l'esprit humain face au néant. Ce qui devait être une leçon de quelques jours s'est éternisé. La fierté de Claire l'a d'abord empêché de plier. Puis la mécanique infernale s'est emballée. Nous sommes maintenant au 30e jour de ce traitement inhumain. 30 jours de silence absolu. Claire a tout essayé. Au début, elle a crié, elle a insulté, elle a menacé de les déshériter. En vain. Il passait à côté d'elle, comme on contourne un meuble. Puis elle a essayé la douceur. Elle a préparé des gâteaux qu'elle a posés sur la table. Le soir, les gâteaux étaient à la poubelle, sans un mot. Elle a essayé la pitié. Elle a feint des malaises. Il l'enjambait. Petit à petit, l'esprit de Claire a commencé à se fissurer. Le doute insidieux s'est installé. Et si c'était vrai? Elle se lève la nuit et erre dans le grand couloir sombre. Elle regarde ses mains, ses veines bleues, sous la peau fine. « Est-ce que je suis morte ?» murmure-t-elle. « Peut-être que je suis morte dans mon sommeil, il y a 1 mois, et que je suis un fantôme qui refuse de partir. C'est pour ça qu'il ne me voit pas. On ne voit pas les morts. » Cette idée folle d'abord rejetée devient son obsession. Elle passe des heures devant le grand miroir doré du salon. Elle touche son reflet. « Je te vois, Claire. Je te vois, » se répète-t-elle, comme une prière. Mais si les autres ne la voient pas, est-ce que son propre reflet n'est pas une illusion? Sa seule encre de réalité, c'est Mistigris, le vieux chat persan de la famille. Lui, il ne ment pas. Quand Claire s'assoit sur le fauteuil de velours, le chat vient se frotter contre ses jambes.
Il ronronne. Il la regarde avec ses yeux verts fendus. « Toi tu me vois, hein, Mistigris ?» sanglote-t-elle en enfouissant son visage dans la fourrure de l'animal. « Dis-leur que je suis vivante, dis-leur !» Mais le chat ne parle pas, et les humains continuent leur balai macabre. Un matin, à bout de nerfs, Claire décide de commettre un acte irréparable pour forcer une réaction. Elle prend un vase de sèvres, un héritage précieux qu'elle adore poser sur la cheminée. Thomas y tient beaucoup, c'est une valeur marchande. Elle attend que Sophie soit dans la pièce. Elle lève le vase à bout de bras. Elle regarde sa belle-fille droit dans les yeux. Ou plutôt, elle regarde le profil de sa belle-fille qui fait semblant de lire un magazine. Et crac. Elle jette le vase au sol. Le bruit de la porcelaine qui éclate est violent sec. Les morceaux giclent partout sur le parquet. Claire attend le cri. Elle attend la colère. Elle espère la colère. Une engueulade serait une preuve d'amour, ou du moins, une preuve de vie. Sophie lève lentement les yeux de son magazine. Elle ne regarde pas Claire. Elle regarde le sol. Elle soupire d'un air ennuyé. Elle se lève, va chercher le balai et l'appelle dans la cuisine. Calmement, méthodiquement, elle balaie les débris du vase précieux. Elle contourne les pieds de Claire sans les toucher, comme on contourne un obstacle inanimé. Elle jette les morceaux à la poubelle, range le balai et retourne s'asseoir pour finir son article. Pas un mot, pas un reproche, pas un regard. Claire reste debout au milieu du salon, les bras ballants. C'est fini. Elle a compris. Elle n'existe plus. La folie la vraie commence à tisser sa toile noire dans son cerveau. Elle retourne dans sa chambre, s'assoit sur son lit et commence à se balancer d'avant en arrière, murmurant une comptine de son enfance. Le dénouement tragique de cette pièce de théâtre cruelle survient par une nuit de tempête. Une de ces nuits où Lyon est paralysé par la neige, où le vent siffle dans les cheminées. Il est 21h. Thomas est assis dans le salon. Il regarde un jeu télévisé, avachi dans le canapé en cuir, une bière à la main. Il est satisfait. Sa mère ne sort plus de sa chambre depuis 2 jours. Elle a enfin compris qui est le patron, pense-t-il. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre. Claire apparaît. Mais ce n'est plus la femme élégante du début. Elle est en chemise de nuit, décoiffée, le visage gris couvert de sueur. Elle se tient le bras gauche. Elle grimace. Sa respiration est sifflante, hachée. L'infarctus. Le vrai. Le massif. Celui qui broie la poitrine comme un étau d'acier. Elle s'avance en titubant. Elle tombe à genoux sur le tapis perçant. Elle rampe vers son fils. « Thomas, souffle-t-elle. Thomas, aide-moi. J'ai mal. C'est le cœur. » Thomas tourne la tête. Il la voit. Il voit sa mère à 4 pattes, souffrante. Mais dans son esprit tordu, par des semaines de jeu de pouvoir, il refuse d'y croire. Il se dit, c'est encore une comédie. Après le vase cassé maintenant, la fausse crise cardiaque. Elle est prête à tout pour que je lui parle. Alors Thomas pose son acte le plus vil. Il prend la télécommande. Il pointe l'écran. Et il augmente le volume. Le son des rires et des applaudissements du jeu télévisé envahit la pièce, couvrant les râles de la vieille dame. « Tu ne m'auras pas comme ça, maman », dit-il à voix haute, parlant à l'écran, pas à elle. À cet instant précis, quelque chose change en Claire. La douleur est atroce, certes, mais la lucidité qui la frappe est plus violente encore. Allongée sur le tapis, sentant la vie la quitter, elle regarde le dos de son fils. Elle comprend. Ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une punition. C'est une exécution. Il ne l'aime pas. Il ne l'a peut-être jamais aimée. Il attend qu'elle meure. Il veut l'appartement. Il veut le silence définitif. Cette pensée, au lieu de l'achever, lui donne une impulsion de survie. Une rage froide, désespérée.
Elle ne rampera plus vers lui. Jamais. Rassemblant ses dernières forces, ignorant la douleur qui lui déchire le thorax, elle change de direction. Elle ne va pas vers le canapé. Elle va vers le guéridon du couloir. Là où trône le vieux téléphone fixe, celui qu'elle n'a jamais voulu remplacer par un sans-fil. Elle cisse. Elle décroche le combiné. Ses doigts courts composent le 15. « Urgence, j'écoute », fait une voix lointaine. « Aidez-moi », murmure Claire dans le combiné. 12 rue Victor Hugo. « Mon fils me laisse mourir. » Puis le noir. Elle s'écroule le combiné pendant au bout du fil oscillant comme un pendule. La suite est un chaos salvateur. 10 minutes plus tard, on frappe violemment à la porte. Thomas, surpris, n'ouvre pas. Alors les pompiers défoncent la porte. Ils entrent dans le salon avec leur équipement, leur bruit, leur urgence. Ils apportent la réalité dans ce huis clos de folie. Ils trouvent Claire, inanimée. Ils s'activent. Massage défibrillateur, injection. Thomas est debout, pâle, bafouillant. Je croyais qu'elle dormait. Je ne savais pas. Un médecin du SAMU le regarde avec mépris en voyant la télévision qui hurle encore, à plein volume à côté du corps. « Écartez-vous, monsieur », dit-il sèchement. Claire survit. De justesse. Son cœur est abîmé, mais il bat. Cependant, à l'hôpital, c'est une autre blessure que les médecins découvrent. Un psychiatre est appelé. Claire est en état de choc post-traumatique sévère. Elle a peur de parler. Elle chuchote comme si elle n'avait plus le droit d'émettre un son. Quand elle raconte son calvaire, le psychiatre est horrifié. Il rédige un rapport. Mais Claire n'a plus besoin de rapport. Dans sa chambre d'hôpital blanche et silencieuse, elle a pris une décision. La décision de ceux qui sont revenus de l'au-delà. 3 semaines plus tard, Thomas et Sophie sont dans l'appartement. Ils sont inquiets. Ils n'ont pas de nouvelles. Ils espèrent que mamie va rentrer et que tout redeviendra comme avant, avec peut-être un peu plus de soumission de sa part. On sonne à la porte. Ce n'est pas Claire. C'est un homme en costume sombre. Un huissier de justice accompagné d'un agent immobilier. « Monsieur Montellier ?» demande l'huissier. « Oui, je suis mandaté par Madame Claire Montellier, unique propriétaire de ce bien. » Il tente une enveloppe bleue. « Votre mère a mis l'appartement en vente. Elle a déjà signé une promesse d'achat avec un investisseur. Le bien doit être libre de toute occupation sous 30 jours. Voici votre avis d'expulsion. » Thomas chancelle. « Mais c'est impossible. C'est chez nous. Maman ne ferait pas ça. Où est-elle ? » Madame Montellier réside désormais à la résidence des Cèdres, un établissement de standing. Elle a été très claire. Elle ne souhaite aucun contact avec vous. Elle a précisé. L'huissier consulte ses notes, un léger sourire aux lèvres. Elle a précisé que puisqu'elle n'existe pas à vos yeux, elle ne voit pas pourquoi son appartement existerait pour vous. Eïstin, le couperet est tombé. Claire a vendu son grand appartement vide de sens pour s'offrir une fin de vie dorée, entourée de personnel soignant qui la regarde, lui parle, l'écoute. Elle a retrouvé sa voix. Elle s'est fait des amis à la résidence. Elle est redevenue la reine de sa propre vie. Thomas, Sophie et les enfants se sont retrouvés dans un petit HLM de banlieue écrasé par les dettes, car ils vivaient au crochet de la grand-mère. Dans leur petit salon exigu le soir, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de fête. Il y a un silence lourd, pesant, le silence de la honte. Et parfois Thomas regarde le téléphone, espérant qu'il sonne, espérant entendre la voix de sa mère. Mais le téléphone reste muet. Le fantôme a disparu et il a emporté la lumière avec lui. Mesdames, messieurs, cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. L'indifférence est une arme. C'est peut-être la plus cruelle de toutes. Tuer quelqu'un avec un couteau est un crime, mais tuer quelqu'un avec du silence est une torture. Alors ce soir, regardez vos proches. Dites-leur bonjour.
Écoutez-les, même s'ils répètent la même histoire pour la 100e fois. Car un jour, le silence s'installera pour de bon, et il sera trop tard pour demander le sel.